Tu me donnes ton go. Parfait, parfait, parfait. Très bien. Alors, je voulais, avant de démarrer ce webinaire, vous dire bonjour à tous. Aïd Mabrouk, pour ceux qu'on n'a pas eu l'occasion de partager avec eux les vœux de l'Aïd. Bonjour, Aïd Mabrouk. Voilà, super. Et donc aujourd'hui, on continue dans notre série de webinaires que nous avons démarré depuis le mois de mai, depuis début mai, avec tous nos partenaires, tous les partenaires de SPG, pour aborder certaines réflexions et certains thèmes qui concernent la sécurité des systèmes d'information. Et surtout, déjà, c'était un sujet d'actualité depuis l'année dernière et surtout avec ce qui se passe aujourd'hui, ça ne peut que renforcer cette idée-là. Donc, on a démarré cette série de webinaires avec des partenaires genre ForcePoint, genre Tempo, et on a parlé de tout ce qui est sauvegarde des données, perte d'informations, sécurité du périmètre de votre infrastructure et d'autres thèmes. Et aujourd'hui, on aborde un nouveau thème qui est important à mon sens, vu le développement des applications mobiles qui connaît énormément de succès aujourd'hui, tant au niveau des grandes entreprises qui demandent de plus en plus et surtout en situation de Covid, on est poussé de plus en plus à travailler à distance et à transacter à distance. Donc, le mobile va être un device très important. Et puis, voilà. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir avec nous l'équipe de Roda Schwartz, et Joseph Tachouki et Rida Bensik, qui s'occupent de la région de l'export, de la région Afrique d'une façon plus particulière. Et puis Rida, c'est notre vis-à-vis avant-vente, donc c'est pour l'aspect technique. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet et on est à l'écoute si jamais vous voulez qu'on aborde d'autres sujets plus tard parce que cette série va continuer tout le long du mois. Donc, on va parler de tout ce qui est sécurité des applications mobiles. Voilà. Donc, Bruno, je te laisse la main. Oui. Alors, je fais juste un chat. Est-ce que quelqu'un peut enregistrer la session? Oui, c'est fait. Oui, c'est lancé, c'est bon. C'est lancé. Ok, super. Eh ben, c'est génial. Ok, bonjour à tout le monde. Je m'appelle Bruno Ablin, directeur commercial international au sein de la société Roda Schwartz Cyber Security. Sur notre webinaire est également présent Joseph, responsable commercial et Rida Bensik, qui est notre expert technique sur la région Afrique du Nord, qui de plus est un patriote tunisien. Donc, peut faire la différence sur vos projets. Comme ça, les gens se comprennent un peu mieux. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de parcourir le sujet de la sécurisation des applications mobiles. Je vais enchaîner. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, je refais un bref parcours de qui nous sommes, parce que vous n'êtes pas un acteur présent dans le domaine de la cyber tel que vous avez l'habitude de le voir avec d'autres acteurs étrangers, mais vous allez rapidement comprendre pourquoi nos offres ont de l'intérêt et notre historique. Donc, rapidement, je parcours ces quelques slides. Donc, Roda Schwartz, c'est une société qui aujourd'hui est un acteur dans l'électronique, la communication, dans la transmission, dans le transport de l'information et à développer toute une offre autour du réseau et de la cybersécurité. Concrètement, de quelle manière ça peut se présenter? Ça peut se présenter par des équipements de transmission de radiofréquence, des analyseurs
test. Ça peut se présenter dans des environnements automobiles, dans des environnements médias. Donc, on est très présent dans tout ce qui est télévision, broadcasting, diffusion. Très présent dans le secteur militaire, puisqu'aujourd'hui, on a de nombreux programmes de développement pour l'aviation, pour la marine, pour les sous-marins nucléaires, tout ce qui va être militaire autour toujours de la communication et des systèmes de radio. Et puis, une gamme de produits sur la partie chiffrement du transport de la donnée qu'on vend aujourd'hui beaucoup dans les environnements sensibles et beaucoup dans le milieu de la finance, puisque les banques sont aujourd'hui soucieuses du transport de leurs données. Voilà. Un groupe mondial. Donc aujourd'hui, nous sommes une société qui a les reins solides, puisqu'on est présent dans un peu plus de 70 pays. Donc là, c'est rapidement une cartographie de nos différents sites dans le monde, mais on va nous trouver un petit peu partout. Rohde & Schwarz, c'est un groupe qui est assez gros, 11 500 employés, on a même de mémoire à atteindre les 12 000, plus de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Cette entité a créé une activité cyber security. Et la petite anecdote, c'est qu'en réalité, Rohde & Schwarz, c'est une société qui a racheté un réseau français qui s'appelait Denial, qui lui-même avait racheté un autre acteur qui s'appelait Beware. Donc, en fin de compte, il y a quelqu'un qui parle là. Ouais, il faudrait mieux couper les micros de façon à ne pas perturber le webinaire. Donc, la société Denial et Beware était un acteur depuis 20 ans maintenant sur la partie justement sécurité des applications. Et Rohde & Schwarz, en rachetant cette société-là, a renforcé sa présence sur le marché de la cybersécurité. Donc, forte particularité de nos solutions, c'est que la majorité des produits qu'on commercialise aujourd'hui sont certifiés par des organisations nationales qui ont tout intérêt justement à s'assurer que les produits n'utilisent pas de backdoor, n'utilisent pas de programmes malicieux comme d'autres produits financés par des agences gouvernementales. Des références, alors là on met des références qui sont bien sûr plutôt en Europe, mais ce n'est pas chacune de ces références qui est importante, c'est de mettre en avant le fait qu'aujourd'hui, la sécurisation des applications, la sécurisation des environnements web touche tous les secteurs d'activité. Il n'y a pas un secteur plus qu'un autre qui est privilégié. Aujourd'hui, qu'on soit une banque, qu'on soit un ministère, qu'on soit une organisation de e-commerce, qu'on soit une société privée, tout le monde a besoin aujourd'hui de sécuriser ses applications. Donc, quelle que soit la personne connectée, quel que soit l'auditoire, vous avez nécessairement un intérêt dans les solutions qu'on va rapidement présenter. Alors, on a bien entendu un portfolio assez complet. Ça n'est pas l'objet du webinaire d'aujourd'hui, donc on ne va pas présenter toutes les solutions, mais on les parcourt assez rapidement. Ça va faire l'objet d'autres webinaires qui seront dédiés. Donc aujourd'hui, on va parler plutôt d'applications web, applications mobiles. Et puis, dans un autre webinaire, on va parler de web service, on va parler de chiffrement de réseau, on va parler de sécurité. Donc, ce portefeuille aujourd'hui que vous avez sous les yeux permet d'aborder de manière générale la sécurisation des applications, la sécurisation du web, la sécurisation des réseaux et récemment la sécurisation des environnements mobiles. Un petit slide qui résume assez bien ce sur quoi on peut vous accompagner dans vos réflexions. Donc aujourd'hui, un métier historique autour du firewall applicatif. Donc aujourd'hui, on est un des acteurs incontournables de la partie, ce qu'on appelle WAF. Dans les banques, par exemple, qui est un secteur d'activité sur lequel on est très présent. Il faut savoir qu'on fait à peu près 50% de notre chiffre sur le marché de la finance, dans les banques, dans les assurances, dans les marchés financiers, parce qu'aujourd'hui, ces applications sont critiques. Donc là, c'est vraiment un secteur d'activité sur lequel on est très, très fort. Et en Tunisie, on a beaucoup de références. Donc si dans l'auditoire, on a des gens du marché de la finance, je vous invite à nous recontacter Raled, recontacter Joseph pour cibler justement notre offre de services à valeur ajoutée au niveau de l'application bancaire. Des web services, tout ce qui va être nouvelle génération, dans ce qu'on appelle les API, tout ce qui va être gestion des accès web, on a un petit slide assez rapide sur le sujet, tout ce qui va être aujourd'hui une nouvelle technologie autour des environnements des plateformes SaaS, on a des solutions sur l'Europe. On fait du CDN, on fait aussi des environnements anti-DDoS.
Tout ça dans des environnements plutôt cloud privé, cloud public. Donc, ce n'est pas tellement le sujet encore d'aujourd'hui. Des solutions de chiffrement de données plutôt collaboratif au sens Office 365, au sens Teams, au sens SharePoint. Donc, si vous avez des projets, on a des solutions à vous proposer. Et bien sûr, aujourd'hui, la partie application mobile. On vous enverra la présentation. Donc, si certains slides sont passés un peu rapidement, c'est pour en arriver au sujet du jour, mais vous pourrez les consulter de votre côté. Concernant le firewall applicatif, aujourd'hui, c'est considéré comme une solution incontournable. Pourquoi? Parce que dès que vous allez avoir des applications développées sur des environnements web, vous allez devoir, en toute logique, installer une solution de sécurisation, de protection de vos applications web. Ça concerne qui? Alors, ça concerne toutes les entreprises privées ou toutes les entreprises publiques, comme on a vu dans le slide de référence, mais surtout toutes les sociétés qui vont mettre à disposition de l'extérieur ou de partenaires ou de clients un service considéré comme une application critique. Alors, ça peut être une application de e-commerce, ça peut être une application institutionnelle, ça peut être une application collaborative, ça peut être une application, quelle qu'elle soit, interne, intranet, une application métier. Eh bien, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, cette application, elle a un besoin d'être protégée, bien sûr, contre les pirates, les attaquants, les robots, les bots, etc. Et pour ça, il faut une solution dédiée. Donc, c'est vrai que ces dernières années, on a des acteurs un petit peu généralistes comme Sophos qui ont intégré des mécanismes de sécurité dans leur service all-in-one, plutôt dans les web services. Donc, dans ce côté all-in-one de chez Sophos, on a intégré des briques, mais qui sont dans l'absolu très limitées en termes de couverture de sécurité. Parce que dans la couche 7, il y a beaucoup de services et un savoir-faire plutôt réseau, plutôt endpoint, comme Sophos l'est aujourd'hui. Ça ne permet pas non plus d'offrir un bon niveau de sécurité dans la couche 7. Et c'est pour ça qu'il vous faut, lorsque vous êtes une entreprise, une solution dédiée sur la sécurisation de l'application web. Nouvelle génération d'applications web aussi, c'est ce qu'on appelle les API, les web services, qui vont permettre de faire des échanges machine-machine, tel qu'on peut l'avoir aujourd'hui dans le marché de la finance, tel qu'on peut l'avoir dans le retail aussi. Quand vous êtes sur une page et que vous demandez si le produit est disponible et quand est-ce qu'il va être livré, on va interroger un système externe au travers d'API qui vont pouvoir vous donner en temps réel la disponibilité d'un article. Mais en ce qui nous concerne aujourd'hui, on va plutôt mettre en avant cette partie web service, cette partie API pour la partie mobile. Donc, aujourd'hui, ce type de solution devient incontournable sur le marché. Des acteurs qu'on a connus il y a quelques années qui étaient plutôt des généralistes comme Sophos, comme Barracuda, comme même Checkpoint, qui n'est pas en réalité un acteur du WAF. Certains généralistes ont essayé d'aller mettre un pied dans ce marché-là, mais ils sont très loin d'être l'acteur qui fait référence. Donc, nous, aujourd'hui, c'est notre métier depuis 20 ans. Un use case que je vous laisse un peu lire, je ne vais pas vous le lire en direct, mais l'idée, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, en Europe, on a bien sûr beaucoup de banques, comme dans tous les continents, et une de nos principales références en Europe, c'est le groupe BPCE, Banque Populaire Caisse d'Épargne. Ça représente des dizaines, voire centaines de milliers de collaborateurs, de transactions par seconde, des dizaines, voire des centaines d'applications qui sont protégées par nos firewalls. Mais surtout, aujourd'hui, on accompagne ce client dans un virage technologique puisque de plus en plus de clients dans le monde veulent migrer leur infrastructure dans le cadre de projets de digitalisation dans des environnements cloud. Donc, ces clients attendent des éditeurs comme nous avec la capacité de faire un mixte entre des solutions on-premise, c'est-à-dire le firewall est dans mon infrastructure, c'est moi l'administrateur et ça reste une administration localisée. Et demain, certaines de ces applications vont être dans des clouds publics, ça veut dire Azure, ça veut dire Amazon, ça veut dire Google, mais aussi dans des clouds privés, parce que dans certains pays, c'est le cas de la Tunisie, c'est le cas du Maghreb, c'est le cas dans certains pays, on a aussi des data centers en local et on veut offrir ce même niveau de sécurité. Donc, en local, on a besoin
de mettre en place des solutions de firewall applicatif pour protéger mes applications. Applications mobiles, mais aussi applications bancaires, applications métiers, applications de e-commerce. Donc, vous, une fois encore, vous aurez la possibilité de discuter avec nous de ces références si certains d'entre vous avaient, dans le marché de la finance, besoin de références ou même de modèles d'architecture pour parler de nouvelles générations. Alors, il y a un autre module qui est très intéressant aujourd'hui qu'on propose dans la partie firewall applicatif. C'est un module qui s'appelle WAM, Web Access Management. C'est un module qui va permettre d'augmenter l'authentification, le niveau de sécurité de l'accès à l'application au travers justement d'une authentification à plusieurs facteurs. Donc aujourd'hui, on sait que c'est la grande tendance des applications. Mes banques, enfin les clients bancaires ou même différents environnements privés utilisent des mécanismes d'authentification fortes pour, bien sûr, s'assurer que la personne qui se connecte au système d'information est la bonne. Alors, on peut, dans nos solutions, paramétrer une authentification Windows lorsque je suis dans l'entreprise, pour ne pas alourdir l'authentification quand j'arrive le matin au travail. On sait que s'il n'y a pas d'adhésion des utilisateurs ou de la DSI, c'est compliqué. Donc, une authentification Windows comme à son habitude quand je suis dans l'entreprise. Et par contre, quand je suis à l'extérieur de l'entreprise, quand je suis en voyage, quand je suis en déplacement, le système va identifier la provenance de ma connexion et à ce moment-là, me demander une authentification supérieure, une double authentification, et là, potentiellement utiliser une carte à puce, un certificat ou même Google Authenticator. Donc ça, c'est vraiment très intéressant lorsqu'on a beaucoup de connexions extérieures, soit de partenaires, soit de clients, soit même de ces utilisateurs considérés comme mobiles. Un use case intéressant, différent du marché de la finance, pour ne pas parler que de la finance, mais on a un acteur en Europe qui est un des leaders de l'analyse industrielle qui représente 400 laboratoires dans 44 pays. Et aujourd'hui, on a des dizaines de milliers d'utilisateurs qui sont justement mobiles, qui sont sur le terrain et qui rencontrent les laboratoires quasiment tous les jours. Et donc, à l'extérieur de l'entreprise, chez Eurofins, lorsqu'ils veulent accéder à leurs applications métiers ou même à leur application Outlook, on met en place ce système de double authentification. Donc ça, c'est très intéressant d'associer le firewall applicatif pour protéger son application et donc un double facteur d'authentification quand on est à l'extérieur de l'entreprise. Et là, on voit bien que la solution convient autant à des petites entreprises que des grandes entreprises. On a, dans le cadre de l'évolution de la sécurité des applications nouvelle génération, développé ces dernières années tout ce qui va être justement de la sécurisation autour des API. Aujourd'hui, c'est très commun d'avoir sur des grands comptes un besoin de sécurisation d'applications nouvelle génération. Donc, on a l'habitude de voir le client sur son navigateur ou sur son application se connecter à un serveur et faire un usage classique de l'Internet. C'est mon cas, c'est votre cas, j'imagine. Mais de plus en plus, les serveurs sont interactifs. Un exemple assez simple, quand vous vous connectez sur votre compagnie aérienne, on peut imaginer Tunisair, quand vous allez sur le portail et que vous faites un aller-retour Tunis, Paris, Tunis, New York, Tunis, Rabat, à ce moment-là, il y a un traitement qui se fait pour savoir quel vol, quelle place est disponible, quelles options se présentent, etc., etc. Et là, on est plutôt sur des applications nouvelle génération avec des protocoles nouvelle génération. Donc, on les voit en haut dans le slide, SOAP, XML, JSON, REST, etc., etc. Donc ça, c'est un axe de développement qu'on a fortement accéléré ces dernières années, sur lequel on est très, très bon. Et on accompagne beaucoup de clients. On a des références d'ailleurs sur le sol tunisien, avec des clients qui ont fait le choix de nos solutions justement pour notre savoir-faire autour des API. Donc, si certains projets chez vous sont naissants, sollicitez-nous, on est très efficace, on a très, très bonne référence. Ces web services ont aussi été utilisés pour les applications mobiles. Donc là, c'est ce qu'on va regarder un petit peu aujourd'hui. C'est-à-dire, j'ai les applications classiques, mais l'évolution du marché a amené à héberger des services mobiles derrière mon firewall applicatif. Et c'est l'objet de ce webinaire sur lequel on va rentrer assez rapidement, c'est-à-dire comment offrir un nouveau niveau de sécurité sur des applications mobiles qui sont hébergées dans mon infrastructure.
Une référence également mondiale sur un professionnel dans un autre secteur d'activité, une fois encore, qui utilise nos solutions pour la partie API. Hein, donc, si c'est un client ou si c'est un marché que vous connaissez, je vous laisserai un petit peu découvrir. Mais une fois encore, sur cette partie savoir-faire des applications nouvelle génération, on a bien entendu sur le sol tunisien, mais aussi à l'international, de très belles références. Donc, un slide qui résume justement à lui seul les points forts et les avantages de travailler avec une solution comme la nôtre, en termes technologiques, en termes de fonctionnalité, en termes de savoir-faire, d'expérience, et puis aussi de rupture technologique. Moi, j'aime bien utiliser ce terme-là, c'est-à-dire qu'on peut faire confiance à des solutions étrangères, qu'elles soient américaines, russes, chinoises, mais la multiplication des technologies et la multiplication des solutions est un gain, est un avantage, une garantie de sécurité pour ces utilisateurs parce que, comme on dit chez nous, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Et donc, avoir une solution européenne versus chinoise ou américaine, ça a vraiment du sens aujourd'hui pour tous les clients. Et c'est pour ça que beaucoup de gens à l'étranger nous font confiance. Il faut savoir qu'on nous achète aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Asie, en Malaisie, même en Russie. Dans tous les pays aujourd'hui, on fait le choix de solutions comme Rohde & Schwarz. Alors, on a aujourd'hui décidé de développer un savoir-faire autour des applications mobiles. Pourquoi? Parce que, comme vous l'avez tous bien subi, et comme nous ici, étaient confinés à la maison. Et beaucoup d'entreprises se sont aperçues que quand les gens étaient cloîtrés, quand les gens n'étaient plus au bureau, eh ben, les outils n'étaient pas nécessairement adaptés. Et beaucoup d'entreprises dans le monde, en France comme en Tunisie, comme au Maghreb, ont décidé d'accélérer le processus de digitalisation. Donc la transformation digitale, elle est devenue en quelques semaines une priorité pour toutes les entreprises, qu'elles soient privées ou qu'elles soient publiques. Et donc ça amène aujourd'hui beaucoup de projets partout autour justement de la mise à disposition d'applications nouvelle génération. Et aujourd'hui, on constate sur le marché que l'application mobile a pris le pas sur les applications classiques PC. Donc, on va trouver plus d'utilisateurs dans chacun des pays du monde, il n'y a pas d'exception. Dans chacun pays du monde, on va trouver plus d'utilisateurs de smartphones que d'utilisateurs de PC. Parce qu'on peut avoir un téléphone qui fait smartphone sans avoir de PC. Et pour autant, on va pouvoir utiliser des applications. Et c'est ça qui est intéressant de vous présenter. Donc là, vous recevrez dans la présentation de la société les coordonnées de Joseph, qui sera votre interlocuteur chez Rohde & Schwarz, en parallèle d'Oraled, directeur commercial d'SPG. Donc la totalité de nos produits sont distribués exclusivement par SPG sur le territoire tunisien. Et nous ne faisons pas de vente directe, nous passons par des partenaires. Donc, un élément important à savoir. Je vais switcher de présentation pour passer sur la partie justement Mobile Application Security. Donc, ce que j'étais en train d'introduire, c'est aujourd'hui la transformation des entreprises dans tous les pays du monde. Aujourd'hui, je suis une entreprise publique, si on parle de la Tunisie. Eh bien, je suis le ministère des Finances. Je vais lancer des projets de digitalisation pour permettre aux usagers tunisiens de payer ses impôts en ligne, de consulter son compte fiscal, de pouvoir éventuellement payer ses amendes, d'avoir une relation d'usagers, d'utilisateurs. En moyenne, en termes de statistiques, chaque utilisateur a une centaine d'applications sur son smartphone.
Sur cette centaine d'applications, on en utilise en moyenne, chaque jour, une trentaine. Et donc, dans la trentaine, il y a bien sûr tout ce qui va être réseaux sociaux, tout ce qui peut être jeux, tout ce qui va être messagerie, etc. Mais pas seulement. Des applications fiscales, des applications de santé, hein, sa sécurité sociale. Ça peut être aussi des applications de e-commerce, de réservation en ligne, de réservation de billets d'avion, de réservation de voitures, etc. Donc, le constat est là. Aujourd'hui, on a à peu près une centaine d'applications sur son téléphone portable. On en utilise à peu près une trentaine par mois et on en télécharge en moyenne une par semaine. Donc 80% des usagers des smartphones téléchargent une nouvelle application par semaine. Alors je dirais que ça va dépendre de l'âge, hein, bien sûr, on trouve toujours des exceptions. Plus on est jeune, plus on va télécharger d'applications, et moins on est jeune, plus on est sur sa zone de confort. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, le marché est en train d'évoluer vers l'application mobile. Alors, qu'est-ce qu'on vous propose aujourd'hui dans cette solution? C'est que vous avez, au travers de notre firewall applicatif web, une solution de sécurisation de toutes vos applications, y compris vos applications mobiles. Donc, vous hébergez vos serveurs mobiles. Ces serveurs mobiles vont répondre à vos applications dont vous êtes propriétaire et on va contrôler l'usage qu'il est fait de ces applications sur les serveurs. Ça, c'est notre premier métier. Et on a développé une nouvelle offre qui va tout de suite vous intéresser, vous allez comprendre pourquoi. C'est qu'aujourd'hui, lorsque vous êtes une entreprise privée ou une entreprise publique, vous allez vouloir lancer un projet de développement applicatif. Et quand vous allez mettre à disposition cette application, dans du B2B, parce que vous avez une relation commerciale avec votre client, donc je suis une banque, je mets mon application à destination de mon client et cette application, elle va lui permettre de consulter, de transférer, de virer, de gérer son argent. D'accord? Donc, c'est très critique. Je suis sur une relation plutôt B2B. Par contre, si je suis le ministère des Finances, le ministère de la Santé, le ministère de l'Intérieur, j'ai une relation plutôt B2C, je vais mettre à disposition une application plutôt publique, mais qui pour autant nécessite de la sécurité. Parce que c'est critique d'avoir une application qui gère mes comptes ou c'est critique d'avoir une application sur laquelle je vais gérer mes impôts ou ma consommation électrique ou alors mon dossier de santé. Donc aujourd'hui, quel que soit l'émetteur, au moment où je vais pouvoir diffuser cette application, j'ai besoin d'avoir la garantie que cette application est sécurisée. Elle est safe. Pourquoi? Parce que c'est mon devoir en tant qu'entreprise, si je mets à disposition un outil, de m'assurer que cet outil il est safe pour l'entreprise qui l'émet, mais aussi pour l'utilisateur. Donc l'utilisateur va installer votre application, dont vous avez la responsabilité légale, pénale. J'installe mon application et cette application, je l'utilise. Mais faut-il encore que cette application fasse ce qu'on attend d'elle? Alors, elle peut faire ce qu'on attend d'elle, mais elle peut faire plein d'autres choses. Et donc, aujourd'hui, dans la solution Mobile Audit Testing qu'on vous propose, on va vous proposer, quand cette application sera terminée avant sa diffusion, de l'auditer, de faire un scanner, de faire une IRM à un instant T. On va vous éditer un rapport et vous donner la criticité, le contenu de cette application et vous dire, voilà tout ce que cette application fait. Alors, pourquoi ? Mais qu'est-ce qui va vous garantir que ces développeurs ne vont pas utiliser des morceaux de code, des morceaux de routine, des développements qui ont déjà été faits par d'autres entreprises et qui sont en libre accès sur Internet? Typiquement, des codes en open source. Parce que, pour gagner du temps, parce qu'on n'a pas envie de refaire quelque chose qui existe déjà, mais qui semble être efficace. Donc, je vais prendre des morceaux de code sur la toile, sur des sites étrangers, dont je ne connais pas la provenance, dont je ne connais pas non la source.
et je vais l'intégrer dans mon code. Et je vais me retrouver avec 10 000 lignes de code dans un programme qui en comporte 100 000, 1 million. Et ces codes, eux, justement, on ne sait pas réellement ce qu'ils font, on ne sait pas comment ils se comportent avec l'application ou avec le téléphone ou avec les données contenues dans le téléphone. Deuxièmement, j'ai un autre use case. Je suis une entreprise du secteur public. J'ai quand même peu de chance d'avoir une trentaine ou une quarantaine de développeurs en API, web service ou en mobile au ministère des Finances. Donc, qu'est-ce que je fais? Je lance un appel d'offres. Je lance cet appel d'offres, j'ai la contrainte des marchés publics, je notifie une société que je ne connais pas, mais qui est meilleure que tout le monde, et surtout la moins chère. Et donc, cette société, pour être moins chère et surtout pour gagner devant tout le monde, elle a tiré les prix vers le bas. Et pourquoi elle tire les prix vers le bas? Parce qu'elle a la capacité à sous-traiter une partie de ce développement à l'étranger. Donc aujourd'hui, on trouve des applications dans des pays qui sont développés en Chine, en Inde, en Asie, dans différents pays du monde sur lesquels on n'a aucun contrôle. Et donc, cette société, elle va développer un programme suivant un cahier des charges dans lequel vous avez écrit « Je veux une application capable de payer mes impôts en ligne. » Et voilà ce qu'elle doit faire, cette application. Et bien, la société va vous la livrer, cette application. Elle va vous donner l'application, vous allez l'installer et vous allez contrôler et vous allez voir qu'elle fait effectivement ce que vous avez marqué dans le cahier des charges. Mais vous ne savez pas ce qu'elle fait dans le dos de l'utilisateur. Vous ne savez pas ce qu'elle fait dans le dos de votre entreprise. Et ça, quelque part, c'est la partie risquée, justement, de cette application. Et aujourd'hui, lorsqu'on est un ministère, une entreprise privée, un grand compte tunisien ou une banque, une organisation financière, on se doit, lorsqu'on est RSSI ou DSI, d'avoir une bonne idée, une vision claire de ce que fait l'application et surtout de ce qu'elle ne doit pas faire. Et ça, c'est un service qu'on va vous proposer. Donc, pour l'instant, on est les seuls sur le marché à proposer ce type de service. C'est une fois que l'application, avant d'être déployée, une fois que cette application elle est à disposition de l'utilisateur, on va venir la mettre sur notre plateforme. Donc, on va prendre le code, hein, c'est quelques mégas généralement. On va la mettre sur la plateforme et on va auditer. Hein, une fois qu'on a uploadé le fichier, on va auditer en quelques minutes le contenu du code et on va analyser chaque ligne de code pour savoir ce qu'elle fait réellement. Et vous allez apercevoir, vous allez voir dans ma présentation qu'elle fait, dans certains cas, beaucoup de choses qui ne sont pas attendues. Et que sans audit, vous ne pourriez pas voir et vous ne sauriez jamais. Et donc l'idée, c'est, je suis RSSI, je suis DSI, je n'envisage pas, je n'admets pas mettre à disposition de 2 millions de clients bancaires ou alors 10 millions d'utilisateurs tunisiens du ministère des Finances, une application sans avoir la garantie que cette application ne détourne pas des informations de l'utilisateur du téléphone portable ou même ne transfère pas des données à l'insu de l'utilisateur sur des serveurs étrangers. Et on va voir tout à l'heure dans le rapport que je vais vous présenter assez rapidement certaines choses qui sont vraiment très surprenantes sur des applications qu'on télécharge sur des environnements Android ou même sur des environnements iOS. Voilà. Donc, on vous propose aujourd'hui, avant la diffusion de cette application, soit parce que vous l'avez développée en interne, soit parce que vous l'avez fait développer à l'extérieur, un audit, une carte, un rapport dans lequel, moi RSSI, moi DSI, je dis à ma direction générale, j'ai la garantie par un expert extérieur à l'organisation que l'application, elle est safe, elle est secure. Et si ça n'est pas le cas, dans le rapport, on va faire des recommandations, on va dire cette application, par exemple, utilise des SMS sur des numéros surtaxés. Et donc, vous allez pouvoir dire quoi à votre développeur? Eh les gars, vous avez utilisé des codes qui envoient des SMS sur des numéros surtaxés. Et si c'est une société extérieure que vous avez mandatée pour justement réaliser ce développement, vous pourrez leur dire, eh les gars, nous, on n'accepte pas la réception de l'application, donc le projet n'est pas terminé, il n'y a pas de réception de l'application, parce que, suite à l'audit, il y a un certain nombre de choses qui sont anormales, qui ne correspondent pas au cahier des charges, voire qui sont dangereuses pour la société. Et donc, c'est ça qu'on va vous offrir dans le cadre de l'audit.
Et la partie remediation, donc remédier justement aux vulnérabilités, aux failles, aux codes malicieux qui sont dans l'application mobile et qui vous sont, entre guillemets, inaccessibles, c'est à la charge des développeurs. Mais au moins, à un instant T, avant de diffuser votre application à 2 millions de vos clients, vous avez la capacité à savoir si elle est sécurisée ou pas. Alors, comment on fait? On va se baser sur des moteurs avec de l'intelligence artificielle qui sont contenus dans nos serveurs. Et donc, on a constitué des bases depuis quasiment une dizaine d'années avec une technologie Pradeo pour pouvoir justement analyser le comportement des applications. Donc, une dizaine d'années, ça veut dire à peu près la génération des premiers smartphones avec les premières applications. Donc, c'est ça qu'on va vous proposer. C'est très simplement, je prends mon code, je le mets sur la plateforme et dans les quelques heures qui suivent, j'ai un rapport. Et ce rapport, je le lis, je vais voir ce qu'il y a dedans et j'ai la garantie que mon application est sécurisée. Et ça, aujourd'hui, il n'y a que notre technologie qui le fait. Hein? Alors, souvent, les gens peuvent se dire ouais, mais j'ai téléchargé une application, qu'est-ce qu'il y a réellement dedans? Est-ce que c'est vraiment dangereux, pas dangereux? Alors, il y a des grandes familles, je vous laisse lire, hein, je ne suis pas là pour vous lire le slide, mais il y a des grandes familles d'attaques aujourd'hui, de vulnérabilités. Aujourd'hui, on ne remet plus en cause l'existence d'un antivirus sur son poste de travail, voire des EDR de nouvelle génération. C'est rentré dans les mœurs. Lorsqu'on connecte son entreprise à un réseau Internet, on ne se pose pas la question de savoir si on met un firewall. Donc, en réalité, ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'il faut commencer, de par tous les projets de digitalisation, de par tous les projets naissants, à proposer en complément, autant aux entreprises privées que publiques, justement cette analyse pour dire attention, dans cette application, vous avez autant de risques que si elle était sur votre PC. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire une première analyse sur tout ce qui est considéré aujourd'hui comme malware. Malware, virus, keylogger, chevaux de Troie. Pourquoi? Parce que l'application que vous allez mettre à votre client sur son téléphone portable, elle comporte peut-être dedans un morceau de code qui va enregistrer tous les mots de passe des applications quand vous tapez à côté l'authentification d'une autre application. Donc, vous pensez que l'application bancaire, vous pensez que l'application du ministère des Finances ou de la Justice ou de la Santé, peu importe, comme vous ne l'avez pas lancé, elle est inactive, mais dedans le code, lui, est actif et il va pouvoir avoir de l'interactivité avec tous les programmes qui tournent sur votre machine, sur votre smartphone. Pardon. Et ça, que ce soit sur iOS ou Samsung ou de manière générale sur Android. On a aussi le traitement de données. Typiquement, j'ai mon application. Alors, n'oubliez pas que c'est vous, le donneur d'ordre, la société qui en est propriétaire, qui est tenu responsable, légalement, pénalement. Donc, si vous mettez à disposition une application et que cette application transfère le carnet d'adresse de l'utilisateur vers des serveurs étrangers et que, par exemple, je vous donne un truc tout bête, j'installe une application grand public, privé sur mon téléphone portable et il envoie tout le carnet d'adresses sur un serveur à l'étranger. Et on est capable d'associer le propriétaire du carnet d'adresses, qui est Bruno Hablin, avec un nom dans le carnet d'adresses d'une personne qui, pour une raison X ou Y que j'ai rencontrée peut-être une fois dans ma vie et que j'ai appelé dans le cadre professionnel, est devenu l'ennemi numéro 1 aux USA ou en Russie ou en Chine ou je ne sais quoi. Et donc, collecter de la donnée personnelle, ça veut dire que demain, je ne suis plus maître des données qui sont contenues dans mon smartphone. Voire même, certains serveurs étrangers collectent la donnée me concernant. Et donc, Bruno Hablin, il a été un jour dans sa vie en relation avec une personne qui, 10 ans plus tard, est devenue terroriste numéro 1. Ou alors un bandit international. Tout ça parce que, justement, la donnée de mon téléphone qui est personnelle, elle a été volée à mon insu. Donc, données personnelles, ça peut être votre carnet d'adresse, ça peut être votre numéro de carte bancaire, parce que vous avez rentré votre carte dans votre iPhone, ça peut être des données personnelles, fiscales, de santé, ça peut être tout. Voilà. Et donc, si l'application que vous mettez à disposition de vos clients vole ces données à l'insu de l'utilisateur et que celui-ci s'en aperçoit,
il peut porter plainte. Et qui sera responsable au sein de l'entreprise? La personne qui était soit en charge du projet, soit le RSSI, soit le DSI. Hein. On fait aussi dans le code une analyse de l'interactivité de l'application avec le réseau, avec le téléphone en lui-même. Et donc, ça, c'est important. Pourquoi? Parce que si l'application envoie des SMS sans que ça apparaisse dans votre liste de SMS envoyés et que c'est des numéros surtaxés, votre facture de téléphone, elle va s'en sentir. Si vous avez des appels sur des numéros surtaxés à votre insu, ça va vous coûter cher aussi. Donc, on a besoin d'analyser le comportement du code par rapport au smartphone. Comment l'application interagit avec le système de communication. Et puis, bien sûr, par rapport à l'OS, je mets une application sur un téléphone. Si ce téléphone est jailbreaké, si ce téléphone utilise d'autres programmes qui sont malicieux, si ce téléphone est bourré de virus, eh bien, quelque part, j'ai besoin de le savoir. Et donc, cette analyse qu'on va proposer, hein, on en voit, il y en a bien sûr d'autres familles d'analyses, ça va être possible parce que j'ai la maturité d'esprit, j'ai l'expérience, puis aussi un peu de logique, de dire avant de diffuser une application mobile dont je ne connais pas le contenu à X milliers ou millions de personnes, je vais auditer ce code et de manière très très simple. Je me connecte sur la plateforme, je prends mon code, je le push, je lance l'analyse. Quelques heures plus tard, quelques minutes plus tard, j'ai un rapport. Ce rapport, je le télécharge et je l'analyse. Je le donne à mon DSI, je le donne à mon directeur général, je le donne à mon chef de service, ou alors je le donne à mon client. Monsieur le client, regardez, je suis une société de développement logiciel. Voilà le code que je vous mets à disposition. Et en plus, j'ai fait certifier mon code avec un rapport et une solution extérieure. Et voilà le rapport. Et moi, au moment où je vous le remets, je vous garantis, c'est écrit noir sur blanc, que tout le code qui a été développé est safe. Et vous voyez un rapport qui est complet. Alors, justement, je vous donne un petit exemple de rapport, vous allez voir. Ce qui est très intéressant. Alors, justement, ce qui est intéressant sur ce projet-là, là, vous voyez, donc, on voit le rapport qui est mis à disposition du client ou du partenaire qui fait le développement, hein, peu importe. Mais la personne qui va pusher le fichier exécutable sur la plateforme va avoir un rapport qui a ce format-là. Hein. Donc, on voit ici qui fait une vingtaine de pages, hein, c'est marqué. Il se présente de la manière suivante. On a l'OS, hein, puisqu'on a un audit par version et par OS. Hein, ce n'est pas le même comportement sur Android que sur iOS, etc. On a la date de l'audit. Hein, vous voyez, c'est assez récent. On l'a fait spécialement pour vous. Et ce projet est très intéressant. Vous allez voir, Trace Together, c'est un programme qui a été utilisé par un gouvernement étranger qui avait l'ambition de mettre en place l'application Covid-19. Et donc, pour mettre l'application Covid-19 à tous les habitants du pays, hein, c'est un projet qui est suivi par le ministère de l'Intérieur, donc pour mettre une application à tous les utilisateurs de ce pays, ils ont développé leur application Covid, mais ils ont pris un morceau de code sur une plateforme en Asie, à Singapour, parce que cette application avait un certain nombre de services, de fonctionnalités sur la gestion du Covid que le ministère n'avait pas envie de redévelopper. Et naïvement, naturellement, ils se sont dit, on ne va pas redévelopper 10 000 lignes de code alors que quelque part, c'est déjà utilisé par un autre pays. Et par un autre pays qui est aussi dans la crise du Covid. Donc, entre pays, entre ministères, entre gens normalement là pour protéger le citoyen, on va reprendre ce code. Et donc, on a été contacté par ce ministère. Et alors, regardez un petit peu le côté un peu fun, justement, de la solution. C'est que le rapport du code intégré dans l'application mobile du ministère de l'Intérieur de ce pays pour gérer le Covid sur les gens malades de ce pays-là, comporte plein de choses, plein de sous-routines, de codes qui vont s'exécuter et qui sont malicieux. Mais personne ne le sait. Alors, le gouvernement de Singapour qui utilise la solution ne semble pas le savoir, et le ministère de l'Intérieur du pays en question découvre notre rapport. Et là, on leur fait une analyse de ce rapport. Alors déjà, si on peut regarder, hein, c'est une version française, on l'a fait spécialement pour vous.
Alors, on a le nom de l'application, hein, Trace Together. On voit ici un certain nombre d'informations qui sont importantes. D'accord ? Et typiquement, la première chose qu'on voit, c'est quoi ? C'est qu'on a mis en rouge des informations qui sont vraiment critiques. Donc là, cette application, elle envoie des données personnelles sur le réseau. Là, on se dit, mais attends, moi, je mets à disposition une application Covid. Quelle implication, quelle information, quelle données personnelles je peux envoyer? C'est pas normal. D'autre part, j'envoie aussi des données du téléphone. Pourquoi faire? La personne installe l'application et donc il y a des données de géolocalisation, il y a les données personnelles qui sont envoyées, mais qui, quoi, où, comment, pourquoi faire? Et donc là, on voit, donc vous voyez un peu la catégorie d'analyse qu'on est capable de faire. La vie privée est-elle respectée de l'utilisateur qui va utiliser votre application? Est-ce que l'application pourrait détourner l'usage du téléphone, envoyer des SMS, faire des appels surtaxés? Donc là, on a simulé le comportement de l'application sur notre plateforme et on n'a vu que non. Par contre, en termes de sécurité, on voit des choses un peu bizarres. Tiens, il y a un rootkit. Non, il n'y a pas de malware, mais il y a un rootkit, c'est-à-dire qu'il y a un morceau de code qui va venir remplacer le code de l'operating system pour interagir avec la sécurité du smartphone. Et là, on n'est plus dans l'application du client. On est sur un comportement anormal. Alors là, vous voyez dans le rapport. Je vais vous l'envoyer le rapport, hein, ne vous inquiétez pas. On ne peut pas lire autant d'informations en si peu de temps. Et là, on a ici, dans ce que je vous disais, dans la famille d'analyses qu'on va faire, toute cette analyse, keylogger, one-time password, ransomware, etc. Et bien, si moi, je suis une société de développement et que je livre l'application mobile à mon client, qui est une banque, qui est un ministère, qui est une compagnie aérienne, qui est une entreprise de transport privé, eh ben, je lui mets ce rapport avec la livraison. Hein. J'ai intégré le coût de l'audit, bien sûr, dans mon projet global. Et un client qui met 18 mois à sortir une application mobile, ou même 6 mois, et qui met 100 000 € sur la table, quelque part, quel est le coût ridicule d'un audit de cette application? C'est vraiment secondaire. Donc, je donne à mon client ce rapport d'audit et je lui dis, regardez le contenu de l'application que je vous remets. Et ce rapport, il fait foi. Et le RSSI ou le DSI de votre client, il regarde, il fait, c'est vraiment professionnel comme démarche. Regardez, on passe avec plusieurs moteurs antivirus, Kaspersky, McAfee, Panda, Sophos. Tout le code de l'application est analysé. Et on va pouvoir donner de l'information. Et ce que je voulais vous mettre en avant, c'est ça. Regardez en rouge, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que les données personnelles que je vous ai montrées tout à l'heure, qui étaient en rouge, et les données du téléphone, elles sont envoyées sur quoi? Elles sont envoyées sur Google, ici. Alors que là, je parle d'une application Covid. Qu'est-ce que Google vient faire là-dedans? Je suis une banque. Qu'est-ce que Google vient faire là-dedans? Je suis le ministère des Finances, le ministère de l'Intérieur. Qu'est-ce que ça vient faire Google là-dedans? Ils n'ont pas leur place. Eh bien, le code qui a été téléchargé par les développeurs, intégré dans l'application du ministère de l'Intérieur, comportait des lignes cachées et envoie des informations lorsque l'utilisateur du smartphone utilise l'application Covid, justement chez Google. Et on voit ici que des informations personnelles sont envoyées chez Google. Et donc, les Américains sont encore derrière ces applications grand public et quelque part vont capter de l'information. Alors, ça peut être votre liste de contacts, ça peut être vos numéros de carte bancaire, ça peut être votre géolocalisation. Peut-être que si vous arrivez sur la frontière américaine, on va vous dire « Monsieur, on ne vous accepte pas » parce que sur les 2 dernières années, on a géolocalisé que vous aviez été dans 3 pays d'Afrique considérés sensibles par la CIA. Je vous sors des trucs un peu, entre guillemets, hollywoodiens, mais avec les Américains, c'est jamais simple. Donc, regardez là un petit peu. L'application que je viens d'auditer, c'est pareil. Stocké dans des fichiers temporaires, eh ben, les données qui sont contenues dans le smartphone, dans le champ data, envoient des informations à SEG, gouvernement, Tech, Blue Trace. SEG, c'est Singapour. Donc, même le gouvernement de Singapour collecte des données qui sont dans le smartphone de l'utilisateur. Et là, quelque part, si on n'est pas capable de savoir quel code est utilisé, quelles sont les routines qui ont été déployées dans l'application mobile, parce que, en toute bonne foi,
j'imagine pas ce genre de choses, eh ben, vous allez diffuser une application mobile qui va, à votre insu, engager votre responsabilité. Donc, si demain, 1000 utilisateurs se retrouvent avec des factures de téléphone exorbitantes depuis qu'ils ont installé l'application que vous leur avez mis à disposition dans la relation commerciale qui vous lie avec votre client ou avec votre client au sens partenaire, eh ben, ces gens-là pourront demain vous poursuivre en justice pour pouvoir justement récupérer une partie de l'argent et des dommages et intérêts. Et donc, aujourd'hui, il faut commencer à expliquer aux gens qu'il faut changer les mentalités. Vous, les développeurs, vous, les DSI, vous, les RSSI, les gens de la banque, les gens de la finance, les gens des ministères, les gens qui sont là, entre guillemets, pour la société, vous devez avoir ce réflexe-là. Et donc, ce qu'il est intéressant en réalité de faire, donc je reviens un peu sur ma présentation, j'ai fini. Voilà. Donc, ce qu'il convient en fin de compte de faire, c'est d'auditer le code que vous allez délivrer à votre client, client au sens société. Je suis un développeur, je suis une société qui fait du développement logiciel. Je audite le code et je le donne à mon client. Je suis un client, j'ai fait un développement interne ou externe, je vais auditer ce code et j'ai un rapport, parce que je suis RSSI, parce que je suis DSI, j'ai un rapport que je peux donner à ma direction générale pour dire on a fini le développement et en plus, dans une démarche sécurité professionnelle, on fournit un rapport de ce code qui a été développé. Voilà. Et en plus, si dedans, avant de diffuser ce code à X centaines de milliers de personnes, vous vous apercevez qu'il y a un comportement, comme je vous l'ai montré, les données personnelles de l'utilisateur vont sur des serveurs de Google. Ça n'a aucun sens. Donc, à ce moment-là, vous pouvez dire à la personne qui a fait le développement ou à la société qui a été notifiée dans le cadre d'un appel d'offres public, lui dire, bah, regardez, voilà ce que fait votre application et donc, je ne réceptionne pas cette application. Voilà. Un use case, encore une fois pour finir, parce que je vais laisser la main à Rida sur une petite présentation. Un use case aujourd'hui de grands groupes dans le monde qui nous font confiance aussi. Donc, chaque application mobile, qu'elle soit en B2B, en B2C, est auditée sur notre plateforme de sécurité. Alors, on a différents modèles commerciaux. Hein, ce n'est pas tellement l'objet, mais c'est juste pour dire, vous pouvez nous tester une seule fois. Donc, j'ai une application, je la mets sur la plateforme, j'ai un rapport, prix public 2 000 €. Ça n'est rien du tout dans un projet dans lequel on engage la responsabilité de la société et dans lequel potentiellement on peut être poursuivi parce que le code, comme on a vu, fait des choses anormales. Et donc, 2 000 € pour une analyse. Et puis, pour les entreprises qui sont plus matures, qui ont pris conscience de la nécessité d'auditer de manière plus régulière, on voit qu'on a des packages, des packs d'audit illimités pour une même application, parce qu'elle évolue tout au temps de l'année, ou alors justement des audits valables 1 an, de manière illimitée. Voilà, tout le modèle commercial est présent. Alors, je vais laisser Rida prendre la main. Pourquoi? Parce que vous avez compris dans le début de la présentation, on vous a parlé de firewall applicatif. Donc, les serveurs mobiles qui vont gérer l'échange avec les applications déployées sur les smartphones de vos clients vont solliciter bien sûr les serveurs. Et donc, l'objectif, c'est j'ai audité mon application, mais faut-il encore que le serveur qui héberge cette application mobile soit lui aussi sécurisé? Et dans le processus justement de sécurité, nous, on a dans notre firewall applicatif lancé ce concept justement de protection de l'environnement mobile. Et pourquoi demain nous choisir? Parce que Rida va nous montrer qu'il est très facile, lorsque vous allez intégrer de nouvelles applications mobiles, de définir la politique de sécurité de cette application. Et ça se fait en quelques heures. Alors, quelques heures, ce n'est pas une journée entière, mais en 2 heures, vous avez lancé la sécurité de votre application. Je te laisse la main, Rida. OK, merci Bruno. Alors, je fais un stop share. C'est moi qui stop share. Bonjour à tout le monde. Je vais partager mon écran. Alors, donc, je pense que c'est bon.
Vous voyez l'interface que je Oui, c'est partage? bon. Très bien, merci. Donc, je partage en fait l'interface d'administration de notre firewall applicatif RSWAF qui permet de sécuriser l'accès aux applications mobiles. Pour donc sécuriser une nouvelle application, on a deux options possibles. Soit on a déjà créé une application et on fait une copie. Donc, on fait une copie de l'application existante et puis on fait les modifications afin de spécifier les paramètres de la nouvelle application, comme on a aussi la possibilité de suivre un wizard qui va nous permettre donc de définir quels sont les éléments de notre nouvelle application. Donc, en l'occurrence, ici, on a une nouvelle application mobile. Je vais l'appeler donc mobile.local. Donc, le serveur interne, il est accessible en HTTPS, par exemple. Ce serveur mobile.local qui héberge l'application mobile. Donc, je l'interroge en HTTPS. Donc, l'étape suivante, je vais spécifier quelle est l'adresse IP d'écoute sur le WAF. Là, soit je choisis parmi la liste des IP créés, soit je crée une nouvelle adresse IP. Donc, là, en l'occurrence, j'ai choisi la même adresse IP qui est la .160 en HTTPS, bien sûr. Ici, je vais préciser le FQDN de l'application mobile que je publie. Là, en l'occurrence, je vais spécifier mobile.tn, le nom de mon application mobile. Comme elle est accessible en HTTPS, donc on doit spécifier quel est le certificat SSL qui sera utilisé. Donc, soit j'upload un certificat SSL qui est fourni par l'autorité de certification, soit je génère un certificat auto-signé en attendant de recevoir le certificat définitif. Donc, dans mon exemple, je génère un certificat auto-signé. Ensuite, bon, là, on a une fonction de découverte automatique. Donc, selon le framework applicatif, si c'est un framework connu, le WAF va le détecter, il va pouvoir associer la politique de sécurité. Mais ici, je sais que c'est une application mobile que je souhaite intégrer et on a une politique de sécurité en fait spécifique pour cette application mobile. On a une politique de sécurité par défaut que je vais vous présenter par la suite. Donc cette politique de sécurité par défaut qui est proposée par le WAF, elle va me permettre donc de couvrir les besoins de sécurité pour cette nouvelle application. Donc je rattache cette nouvelle application au profil de Reverse Proxy et à la fin, donc j'ai le nom qui m'est proposé pour ma nouvelle application et les éléments donc sont créés automatiquement. Il me propose donc d'appliquer les modifications pour que ça soit pris en compte. Je valide. Et une fois donc que j'ai validé, on va provisionner automatiquement la configuration du WAF avec les éléments que j'ai communiqués précédemment. J'ai la confirmation que le déploiement a été fait avec succès et je retrouve ici ma nouvelle application mobile qui vient d'être créée, qui partage la même adresse IP que l'application précédente. Je retrouve mes paramètres que j'ai spécifiés précédemment. Donc, en termes d'adresse IP, server name, adresse du serveur backend, certificat SSL, etc. Donc, je peux très bien laisser tel quel. Donc là, j'ai fini le provisioning de ma configuration en quelques clics. Et je vais vous montrer par la suite notre point différenciateur par rapport à d'autres solutions du marché. C'est que nous, on propose une vue graphique de la politique de sécurité. Là, ce que je vous propose ici, c'est la politique de sécurité par défaut qui est proposée pour les applications mobiles. Donc, Start, c'est le début de traitement de l'analyse du trafic qui est reçu par le WAF. On passe par une brique de sécurité. Cette brique de sécurité, elle va intégrer les contrôles associés au web service qui sont activés par défaut. Donc, ensuite, on passe par un moteur d'exception qui va centraliser les exceptions qu'on va éventuellement créer pour laisser passer le flux légitime qui est identifié
par le profil de sécurité configuré précédemment. C'est une attaque qui est détectée. Qu'est-ce qu'on fait? On log une alerte et on bloque l'accès avec un message qu'on peut personnaliser. Si aucune attaque n'est détectée, j'accepte la requête et je la renvoie au serveur qui est défini comme serveur backend. Et évidemment, après, il y a un brick qui va permettre d'offusquer par défaut les éléments des headers spécifiques qui peuvent éventuellement donner des indications à des attaquants pour soit identifier le framework applicatif qui tourne derrière, soit voilà, pour camoufler ou pour renvoyer en fait une réponse neutre sans indication supplémentaire pour un utilisateur ou pour potentiellement un attaquant qui va essayer d'envoyer des attaques ciblées. Donc là, ici, c'est la politique de sécurité orientée pour les web services qu'on peut aussi personnaliser. Donc là, vous voyez ici, je ne connais pas mon application mobile, donc je ne connais pas comment elle est structurée. J'active uniquement les contrôles au niveau de la conformité par rapport à la norme à la RFC, que ce soit une appli de type JSON. Donc, c'est les applis, normalement, la plupart des applications mobiles, ils sont des applications qui tournent sur un framework de type JSON. Et les applis ancienne génération, c'est les applis SOAP-XML. Donc, on active les deux contrôles parce qu'on ne connaît pas quel type de web service on expose. Et bien évidemment, on a les moteurs de sécurité qui contiennent la référence des attaques connues qui sont activés et qu'on met à jour régulièrement par notre équipe R&D. En cas de nouvelle version, on peut automatiquement provisionner et installer la nouvelle mise à jour. Et tout ça, donc on n'a pas besoin d'expertise au niveau du web service. On n'a pas besoin de connaître la structure du web service qui tourne. Donc on a déjà d'emblée une politique de sécurité qui va bloquer les attaques. Bien évidemment, cette politique de sécurité que j'ai déployée, on peut très bien l'affiner afin, par exemple, de renforcer les contrôles et d'ajouter, par exemple, le contrôle de conformité par rapport à un schéma. Si vous souhaitez, par exemple, encore renforcer l'accès au web service et que le web service doit respecter le schéma, on peut très bien rajouter une brique qui va permettre en fait de faire de contrôle par schéma. Et le schéma, il est fourni par le développeur du web service. Et donc ça peut être fait de façon chaînée une fois que le contrôle de conformité il a été fait. Ici, on peut très bien le mettre en place. Si on n'identifie pas d'attaque connue ou d'attaque liée à la conformité par rapport à l'RFC, on peut très bien activer le contrôle par schéma. Et dans ce cas de figure, on va uploader le schéma qui est fourni par le développeur du web service pour pouvoir assurer une sécurité renforcée et optimale de notre application mobile. Donc voilà, donc ça c'est un exemple de sécurité qu'on peut déployer. L'avantage d'utiliser les workflows, c'est un avantage très important puisqu'on a une vue graphique de la politique de sécurité. On peut très bien changer le comportement avec un simple clic. Par exemple, ici, vous avez une politique de sécurité qui est en mode bloquant. Quand on détecte une attaque, on log et on envoie une page d'erreur. On peut très bien, dans un premier temps, activer le mode non bloquant. Juste avec un simple changement de flèche, je bascule en mode non bloquant. Et je valide la politique de sécurité. Et une fois que cette politique de sécurité est validée en interne, je peux très bien revenir en mode bloquant. Je peux très bien aussi activer le mode bloquant que pour, par exemple, que pour les personnes qui se connectent depuis une IP interne. Donc, si c'est une IP interne, dans ce cas-là, je vais contrôler par rapport à une adresse IP. Donc, si l'adresse IP source de la requête, elle match le critère que je définis, dans ce cas-là, je vais être en mode non bloquant. Et si ce n'est pas le cas, je bascule en mode bloquant. Là, vous voyez, donc, je peux très bien manipuler, modifier ma politique de sécurité très facilement et ça reste visible et compréhensible par
Donc, pas forcément les personnes qui ont un profil très technique. Hein, donc, on peut faire une capture de la politique de sécurité et présenter ça en son management. Et c'est compréhensible par tout le monde. Tout ça, on a aussi pour monitorer le fonctionnement du WAF ainsi que la consommation de ressources sur le WAF. On a une interface de monitoring web qui va fournir les indicateurs de performance au niveau de l'équipement, les remontées par rapport à la consommation de ressources sur l'équipement qu'on peut suivre dans le temps avec une interface web. Et aussi, on a une interface de monitoring qui est basée sur Elasticsearch et Kibana qui va permettre aussi de générer des rapports réguliers qui va fournir aussi donc le fonctionnement de la brique de sécurité WAF qu'on a mis en place pour sécuriser les applications web ou les web services au niveau de l'organisation. Et l'application mobile. Oui, le web service, donc ça inclut effectivement les applications mobiles. Donc, on a différents types de dashboards et ces dashboards aussi, on peut très bien les personnaliser afin de pouvoir rajouter des briques de monitoring supplémentaires si on souhaite, par exemple, monitorer certaines requêtes ou certaines actions. Vous voyez en fait ici c'est normal parce que je n'ai pas de requêtes qui transitent sur mon template parce que je viens de les créer, donc c'est normal que les dashboards ici, ils sont vides, parce qu'il n'y a pas d'accès. Une question, Rida, est-ce qu'on peut avoir plusieurs niveaux de sécurité en fonction de la situation de l'utilisateur? Si l'utilisateur a téléchargé son application en Tunisie et qui consulte ses comptes en Tunisie, il a une politique de sécurité A. Et si cet utilisateur est à l'étranger, à l'extérieur de la Tunisie, est-ce qu'on peut avoir une politique de sécurité plus renforcée? Bien sûr. On peut en fait, par exemple, en amont de l'accès ou de l'analyse, activer la brique de géolocalisation et avec cette brique de géolocalisation, on a la provenance de l'accès. Donc, si la personne se connecte, par exemple, de la Tunisie, on peut très bien lui associer une politique de sécurité A. S'il se connecte depuis la Chine ou la Russie, dans ce cas-là, on peut aussi bloquer ou associer une politique de sécurité encore plus renforcée. Ouais. Vous voyez ici, on a ici par défaut activé les contrôles associés uniquement aux applications mobiles, mais dans certains cas, on a des clients qui hébergent des accès aux applis web classiques, et dans un certain répertoire, on trouve des web services. Donc, on a un portail avec un contenu mixte, une partie web, une partie web service, et dans ce cas-là, il faut activer les deux dans ce cas de figure. On a des moteurs de sécurité en fait qui ont la capacité de détecter les attaques qui n'ont pas forcément de signature connue, notamment ce qu'on appelle aujourd'hui les 0D. Les 0D, donc c'est les attaques qui n'ont pas de signature, qui ne sont pas encore connues, mais qu'on peut détecter avec des contrôles encore plus renforcés pour, par exemple, identifier les SQL injections. Sur un formulaire, par exemple, ce qu'on va analyser, on va vérifier si ce qui a été saisi par l'utilisateur ressemble à une syntaxe SQL ou pas. Est-ce que c'est une injection de commande ou pas? Et avec des simulations en interne, avec un système de simulation pour vérifier vraiment pas que c'est vraiment une attaque SQL ou injection de commande ou pas. Et ça, c'est des contrôles renforcés qu'on peut activer et qui peuvent se faire dans le cadre d'un accès sur un portail qui contient des accès web et des accès web services. Super. Et ça, c'est des accès renforcés qu'on peut activer aussi notamment pour les utilisateurs qui proviennent de sources extérieures à la Tunisie. À laquelle on attend. En dehors de la Tunisie, ou même en fait, on peut associer en fait une brique IP réputation qui fonctionne ici. On a pour chaque adresse IP internet, on a un score. Et donc ça, en partenariat avec Webroot, on a pour chaque IP internet le score associé. Et selon le score, on peut décider soit de renforcer la sécurité, soit de bloquer l'accès.
Ok. Rida, je me permets de te couper parce que je sais que quand tu es lancé, là, on pourrait rester 2 heures à voir la présentation, hein, c'est très intéressant. Mais comme on est limité dans le temps et que peut-être certains des personnes présentes ont des questions, alors juste merci Rida pour ta petite présentation. Donc l'objectif là de vous montrer un peu l'interface de notre firewall applicatif, c'est de vous dire si vous avez notre solution et que demain vous mettez en place une application mobile, une nouvelle application mobile, il s'agit de charger un template, d'avoir un niveau de sécurité très rapidement. Hein. Ça ne nécessite pas non plus un projet d'une semaine ou de faire intervenir un tiers pour qu'il passe 2 jours à installer la politique de sécurité. On a conçu le produit pour que ça soit assez simple. Donc, pour finaliser notre présentation, et on peut répondre à quelques questions là, dans les 2-3 minutes qui restent, voilà, notre proposition de valeur, notre solution aujourd'hui, c'est de vous accompagner dans la sécurisation de vos applications au sens large, au sens web du terme, plus précisément sur la partie mobile parce qu'on lance une offre Mobile Audit Testing pour analyser, vous aider, vous proposer justement un scanner sur des applications mobiles que tous les comptes de Tunisie vont dans les mois à venir être amenés à lancer. Et donc, ne faites pas l'erreur de laisser ces applications sans avoir une réelle compréhension et visibilité de ce qu'elles font à l'insu de l'utilisateur, peut-être même à votre insu, ce qui peut engager votre responsabilité en tant que RSSI, DSI, et même engager pénalement votre entreprise. Voilà, donc c'est l'offre de valeur. On se tient bien sûr à votre disposition. Comme vous l'avez vu, l'offre est assez complète, tant sur la partie mobile que sur la partie firewall, mais c'est un bundle, c'est une solution complète qui peut vous accompagner dans la protection de votre système d'information. Voilà, Khaled, je ne sais pas si on a quelques temps pour quelques questions, s'il y a des gens qui ont des questions. Alors, dans la démarche, vous appelez Khaled si vous avez besoin d'informations supplémentaires. On peut organiser des WebEx avec certains de vos clients, avec RSSI, DSI. On est à votre entière disposition au format WebEx. Pour l'instant, personne ne prend l'avion, donc on va se contenter du format numérique. Mais on peut bien sûr passer du temps, vous expliquer, partager. Donc tout ça, ça passe par Khaled. Et aussi, bien sûr, si vous avez besoin de directement nous contacter, vous appelez Joseph Chouafi, dont le numéro de téléphone est sur la présentation, que vous recevrez d'ici la fin de journée. Hein, je vais tout envoyer. Voilà. Si vous avez des questions, je me tiens à votre disposition au travers de la plateforme chat ou voilà. Khaled ? Oui, ben merci beaucoup Bruno, merci Lida, merci Joseph. Alors, 2 minutes, si jamais il y a des questions que vous souhaitez poser là tout de suite, donc on se tient à votre disposition. On va envoyer les supports, là, je vais tout envoyer. Donc, on va envoyer la présentation de la société, la présentation de l'offre d'audit pour analyser les codes, et puis le rapport, qui est un bon exemple du type d'analyse qu'on peut fournir à nos partenaires et clients dans le cadre du développement d'applications. Bonjour, c'est Wadi Mseldi. J'aurais peut-être une petite question si vous avez 2 minutes. Avec plaisir, monsieur. Oui, en fait, par rapport à la solution qui audite les codes sources des applications mobiles, donc est-ce que le rapport, en fait, est-ce qu'il montre les extraits de code où on a les défaillances, en fait? Non. Par exemple, pardon? Il ne donne pas, non, il ne donne pas la ligne de code qui est malveillante. Il vous dit la fonctionnalité utilisée par le code, c'est-à-dire l'envoi de SMS, et après, c'est à charge du développeur ou de la société de trouver le code correspondant. OK. Et en termes de faux positifs, est-ce que vous avez une idée sur je dirais la proportion de faux positifs en moyenne par rapport donc au nombre de défaillances détectées? Parce que j'imagine que sûrement on peut avoir des faux positifs. Rida, je ne sais pas si tu as une réponse. Oui. Moi, j'ai envie de dire que… En fait, les faux positifs, c'est selon la politique de sécurité que vous avez établie. Donc, je vais peut-être partager
mon écran, juste pour vous montrer. Hein, vous voyez mon écran ici? Oui, Donc là, oui. par rapport à tout à l'heure, on vous a exposé un exemple de rapport, hein, mais ce rapport, il s'inspire par rapport à la politique de sécurité que vous avez définie pour votre application. Par exemple, votre application, est-ce qu'elle est censée envoyer ou non des SMS? Si ce n'est pas le cas, bah, en fait, on va, par exemple, déclencher, c'est un comportement dangereux si elle envoie des SMS. Si Ah, ok. l'application elle envoie des SMS, c'est un comportement normal. On va passer le curseur ici. C'est un comportement normal. Elle a le droit d'envoyer des SMS. Par contre, si elle envoie des contacts ou elle fait des appels téléphoniques, bah là, c'est pas normal. D'accord? Donc, on maintient le niveau d'alerte ici comme comportement dangereux. Donc, on peut affiner cette politique selon ce qui est censé faire l'application. D'accord? Très Donc, bien, très bien. et puis après, donc là, vous voyez ici à gauche, est-ce qu'on check si le terminal est routé ou jailbreaké? Est-ce que c'est quelque chose qui est normal ou c'est pas normal au niveau de l'application? Est-ce que le mode debug est activé? C'est peut-être normal dans une application de test, mais quand elle est en prod, elle n'est pas censée activer le mode debug. Ça peut avoir des impacts sur la performance de l'appli quand elle est exécutée chez le client final. Donc là, vous voyez différents types de contrôles qui sont effectués, et puis c'est à la charge aussi de l'utilisateur, plutôt du client de l'application, de spécifier est-ce que c'est un comportement normal ou pas normal. Donc là, vous avez ici des templates de politique de sécurité qui sont soit permissifs, soit qui permettent tout, soit trop tolérants, soit très stricts. Et aussi, vous pouvez aussi personnaliser selon l'application qui est auditée. D'accord? C'est très bien, merci. Vous voyez ici donc les différents tests. Et puis par la suite, est-ce que vous considérez que c'est normal ou c'est un comportement à risque ou c'est quelque chose qui est dangereux? Voilà. Très bien. Merci. Je vous en prie. Je pense qu'on a été efficace alors s'il n'y a pas de questions. Bah oui, il n'y a pas de doute. Bon, bah voilà, écoutez, moi j'espère en tout cas que on vous a présenté des choses intéressantes. L'idée, c'est une fois encore de faire changer, de faire évoluer les mentalités et surtout ce besoin constant d'avoir de nouvelles solutions de sécurité. Aujourd'hui, on cherche à se démarquer d'acteurs plutôt généralistes. Donc là, vous voyez qu'on est plutôt sur un discours de spécialiste. Nos compétiteurs habituels ne sont pas du tout sur ce type de marché. Donc, on a vraiment des choses à vous présenter, des choses à vous proposer. On peut faire des maquettes, on peut faire des démonstrations, on peut faire tout ce que vous pouvez attendre d'un éditeur. Et tout ça avec, bien entendu, SPG. Donc, on est à votre entière disposition. Parfait, Bruno. Bah, écoute, merci beaucoup pour ce temps passé. Merci à toute l'équipe de Rohde & Schwarz. S'il vous plaît, il y a un lien qui vous a été envoyé sur le chat. Si vous pouvez rentrer dessus et nous donner certaines informations pour qu'on puisse vous envoyer la présentation. Voilà. Alors, en attendant le prochain webinaire qui va avoir lieu au courant du mois de juin, n'hésitez pas à revenir vers nous, SPG et Rohde & Schwarz. Si jamais vous avez besoin de plus d'informations, effectivement, s'il y a des choses qu'on peut faire ensemble, n'hésitez pas à revenir vers nous. Et je vous souhaite une bonne journée et à très, très bientôt, Inch'Allah.